L'histoire des mathématiques s'étend sur des millénaires. Leur vigueur intrinsèque leur a permis de se constituer en strates successives, conçues par un monde de connaissances où tout raisonnement réside sur la logique. Sous l'influence de Platon et d'Aristote, les mathématiques présentent un savoir fondamental, une science pure. Pour les Romains, comme plus tard les scolastiques, ils en feront donc l'art des grandeurs calculables. Les mathématiques ont toujours entretenu une proximité avec la philosophie, l'art, la musique, l'astronomie, la physique, et plus récemment avec la psychanalyse, Freud, Ferenczi, Lacan, auxquels il convient d'ajouter les théoriciens de la sensorialité, Bion, Pira-Olanier, Didier Anzieux. La mathématique apporte avec elle la notion de structure, la superstructure, dit M. Cassirer. Et notre société fait appel à la science pour répondre à toute chose en partant du principe que la mathématique possède en elle-même la vérité. Pour Alain Badiou, la mathématique est soustraite au sens. Elle est l'os de la vérité. Alors les mathématiques se détacheraient-elles de désaffect pour s'adonner à son rôle technique? Que devient la philosophie dans ce monde marchand où tout se vend? L'espace mathématique deviendrait-il seulement un espace où les relations et les termes coïncident, un espace à l'intérieur duquel la pensée n'opère plus que sur elle-même? Toutefois, la machine, si nous nous en référons à elle, est construite et pensée par l'homme, elle n'est que la matérialisation de l'abstraction de la pensée. Néanmoins, la mathématique est de plus en plus au centre de la culture de l'humanité. Son caractère abstrait se matérialise dans de nombreuses réalisations et apporte dans notre monde un développement des phénomènes qualitativement plus fins. Ainsi, le phénomène digital remplace-t-il les modèles mécaniques et la part d'algorithmes ne peut s'accroître qu'en se matérialisant. Paradoxalement, le développement mathématique de l'économie fait que la mathématique va devenir de plus en plus dématérialisée. Et je dirais que cette mathématique, évidemment, va être dématérialisée, mais elle devient aussi un enjeu civilisationnel. Et elle se dématérialise, évidemment, avec les algorithmes de plus en plus. C'est un mathématicien perse, Al-Khawarizmi, qui inventa au IXe siècle l'algèbre et l'algorithme, qui désignent un ensemble d'opérations fines et nécessaires pour résoudre un problème. Aujourd'hui, les algorithmes font partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils sont partout, chez les géants d'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix pour la vidéo, Deezer et Spotify pour la musique. Face au croisement massif de l'ensemble de nos données numériques, les algorithmes représentent-ils une menace pour notre vie privée ou sont-ils un outil indispensable au progrès de notre société démocratique? De fait, ils sont aussi à l'origine de transformations radicales de nos modes de vie, suscitant de nombreuses inquiétudes. L'algorithmique joue un rôle fondamental dans les sciences de la vie qui n'étaient pas traditionnellement mathématisées. Par exemple, le système informatique transforme la texture des institutions car sa spécificité endogène donne au langage un caractère dépouillé de significations collectivement élaborées. Ces significations laissent advenir une recomposition de l'habitus, renvoyant à une culture d'ordre plus pictographique et idéographique, dont les sigles sont des modes d'expression paradigmatiques. La conséquence sera-t-elle une perte de sens pour les individus? En effet, le mot s'efface au profit de la lettre en tant que symbole. Dans la controverse avec les algorithmes, Bernard Stiegler précise que Google transforme notre rapport au mot, qu'il met au service de la spécularisation de la langue. Il voit dans Google une désémantisation de la langue, car il étend le capitalisme à la langue elle-même, le mot a donc une valeur marchande. L'informatique participe à l'élaboration de ce que certains appellent l'intelligence artificielle. Ces machines abstraites, ces automates,
ont une théorie centrale algorithmique qui s'appuie sur la théorie de la complexité et de la calculabilité. Nous pouvons dès lors nous demander ce que seront les limites du faisable et du calculable. Depuis la machine de Turing, 1936, des progrès ont été accomplis et aujourd'hui la machine alpha dispose d'un modèle synthétisant les algorithmes informatiques et les algorithmes de la nature, explicitant de façon précise les phénomènes sociaux et culturels. La mise en sens de tous ces phénomènes par les mathématiques nous amène à nous poser un certain nombre de questions, à savoir celle de la proximité de la théorie des algorithmes naturels avec la théorie de Darwin sur l'évolution de l'espèce. Comment la transformation de l'aspect de l'aléatoire va-t-il se gérer? L'aléatoire en tant que concept peut-il se calculer? L'indécidable se calcule-t-il aussi? Mais l'irrationnel humain ne peut se mettre en chiffres, or sa capacité de symbolisation prend sa source dans cet irréductible. Dans la Silicon Valley, Google 10 Lab travaille sur l'innovation de rupture, c'est-à-dire la santé, le climat et l'alimentation, à partir de quoi l'intelligence artificielle rend compte d'un monde du vivant qui peut être démontré par les algorithmes. Donc ces chercheurs veulent faire reculer les limites de la vie, anticiper nos envies et nos pensées, bien avant que nos neurones aient eu le temps de se connecter pour réagir aux stimuli. Stimuli, bien entendu, du monde extérieur. L'efficacité et l'immédiateté sont au cœur de ces systèmes algorithmiques. La technique participe-t-elle plus au mimétisme qu'à l'émancipation de l'homme? L'homo sapiens serait-il dégoûté par l'homo instinctus? Notre instinct serait-il du côté du mouton ou de celui de loup, ou peut-être des deux? La raison numérique supplante-t-elle la raison humaine? Avec les excès algorithmiques du management et le néolibéralisme dans la mondialisation, l'équation mathématique devient un outil intellectuel. S'il peut apparaître fascinant par sa recherche de la perfection, néanmoins il s'agit de pouvoir mener une évaluation sur les algorithmes au regard de la prescription des objectifs et non d'être mis en demeure de l'utiliser sur les personnes. Les nouvelles formes de décision du travail économique s'inscrivent dans la gouvernementalité algorithmique. Qu'en est-il du débat social avec les travailleurs? La souffrance au travail des individus émerge entre autres d'une forte contrainte à l'isolement et d'un individualisme concurrentiel. S'ajoute alors l'évaluation individualisée de la performance et l'objectivation du travail sans tenir compte de la part de subjectivité du travailleur non mesurable scientifiquement. Nous savons que les systèmes totalitaires se sont appuyés sur l'acculturation et la déculturation des individualités. La politique a fait irruption dans l'intime, modifiant donc les perceptions et les sensations individuelles, réduisant ainsi l'espace entre le symbolique et l'imaginaire dans la société. Elle a fait surgir un monde de choses sans existence, au niveau des perceptions, un autre réel. Dès 1950, Lacan place la psychanalyse dans le champ du langage et de la parole. Il franchit le passage du symbole au symbolique avec la notion de continuité par le langage. Il reprend l'hypothèse de Lévi-Strauss d'un univers symbolique, réglé par ces structures qui fondent l'être humain. Les travaux du linguiste Ferdinand de Saussure sera donc repris pour référence. Lacan apporte une théorisation sur un monde de construction très voisin des mathématiques et la cybernétique. Il illustre le symbolique par une série de chiffres du langage informatique et le rapport syntaxique qui les lie. Le signifiant devient un symbole, il n'est pas qu'un phonème, mais peut-être le phallus. Il rejoint ainsi ce que Freud nomme les représentations de choses. Avec les signifiants et les signifiés, la psychanalyse s'est instaurée dans la culture, faisant des ponts avec Mauss et Lévi-Strauss et modifiant ainsi les paradigmes du symbolique. Dans un mouvement sémantique fondamental, Wittgenstein a poussé le curseur aussi loin que possible sur l'ontologie des mathématiques, qui serait ce que le mathématicien décide. De ce fait, la philosophie n'a plus qu'à enregistrer cette décision, la décision du mathématicien.
Et les mathématiques représenteraient ainsi la construction d'une langue artificielle, idéale, opposée à l'intuition philosophique. Or, les mathématiques ne sont pas une langue naturelle. Bernard Chazelle précise qu'en mathématiques, il s'agit d'un système qui s'autogénère et qui, quelquefois, vient buter sur une réalité. Il n'y a rien d'un langage entre deux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de la relation d'une personne à une autre. Cette langue est artificielle, elle est d'abord celle des mathématiciens, pure objectivité, faite de symboles, de signifiants, et ces signifiants influencent des langues de notre vie, néanmoins le sens, le signifié, est cependant donné par l'homme. La langue est donc du côté de l'expression de l'affect, et selon Julia Kristeva, c'est une structure hétérogène qui comporte non seulement des représentations de type linguistique, mais aussi des frayages d'affect qui peuvent ou non se lier aux mots, à la grammaire, mais sans pour autant cesser de constituer une psychisation élémentaire. Or, l'affect, en linguistique, comme en philosophie, n'est pas celui de la psychanalyse. Freud a fait de la psychanalyse une théorie de l'affect auquel il donne le sens de pulsion. Ses recherches sur l'hystérie, le rêve, l'association libre permettent d'accéder au contenu inconscient, aux traces mnésiques. Et je cède la parole à Jean-Marie. Merci. Bien, je vais essayer de reprendre une partie de ce qu'a évoqué Marie-Laure. Et d'abord, je vous remercie à tous de votre présence. Certaines choses que je vais évoquer sont banales. Il s'agit effectivement de reprendre des notions concernant le rêve en tant que, de mon point de vue, algorithme. Alors, je dirais que d'abord, en préambule, en ce moment, on entend parler de l'algorithme un peu partout. Pas comme il a été fait précédemment, ou comme va le faire notre éminent collègue Yvon Lavallée, qui est un scientifique, je dirais, pur jus. Nous, dans les sciences humaines, nous avons un rapport à la vérité et au savoir qui est plus modeste et réduit. Et je vais donc vous proposer quelques hypothèses. Alors, j'ai entendu comme vous parler d'algorithme, et après je m'y suis référé, je l'ai entendu un peu partout. Il y a aussi des mots qui deviennent mode, tendance, comme pixel aussi. Ça fait partie de notre culture, de ce qu'on entend, de ce que nos enfants ou petits-enfants disent, et on les emprunte. Alors, ces emprunts-là, pourquoi pas c'est pas un prêt-à-penser, c'est pas un prêt-à-porter, hein, ça fait partie de la culture. Eh bien, Freud lui-même, dès le début, avec la thermodynamique, avec l'optique, avait trouvé des modèles scientifiques qui permettaient de comprendre des mécanismes psychiques, des processus psychiques. Et l'algorithme se place, de mon point de vue, au centre de ce débat-là. Comment, en anthropologie psychanalytique, ou comment un point de vue psychanalytique sur l'anthropologie, permet, en utilisant des modèles venant d'autres sciences, de comprendre des phénomènes auxquels il n'avait pas de perception très précise. Alors je pense que l'algorithme se place, de mon point de vue, sur ce point qui est central, d'une façon d'aborder la question, par exemple, du rêve. Alors, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr qu'on pourrait citer dans l'histoire bien des rapports à la philosophie, Aristote, Lacan l'a emprunté énormément aussi. Donc on a besoin de se référer à d'autres modèles. Le rêve, c'est notre petit bijou en tant que psychanalyste. C'est tout de même la référence et la compréhension du processus psychique inconscient qui mêle effectivement différents processus primaires et secondaires et qui a donné lieu à des découvertes centrales. Je m'entretiendrai avec vous de l'une d'entre elles seulement, qui est la mise en scène, le travestissement. Mais on sait très bien que le rêve a permis, avec la compréhension des premières notions de Freud sur les images sonores et visuelles, à tout ce qui concerne les processus de mise en œuvre de l'inconscient, depuis la parole du petit, du nourrisson, jusqu'à celle de la parole couchée, qui est celle du transfert, avec cette mise en scène onirique, ce travail onirique qui est semblable dans le transfert à ce processus de communication d'inconscient à inconscient
et de rêve à rêve. Alors, en ce qui me concerne, je vais aborder très rapidement un aspect de ce travail du rêve, que vous connaissez tous et que je ne vais pas redéployer ici, qui n'est pas simplement le chiffrage dont on va parler avec la vallée, ou le décodage avec l'association libre, bien sûr, et pas avec le dictionnaire des symboles. Et dans ce travestissement, c'est par le biais de la compréhension du rêve et grâce à cela de l'hystérie, et inversement les rapports entre l'hystérie et le rêve, et certains même plus tard avec la pensée délirante, le rêve et l'hystérie. Freud en a parlé dans sa contribution, la compréhension effectivement des troubles mentaux psychotiques et délirants. Le travail du rêve dans le travestissement nous amène à penser comment la déformation hystérique, ce qu'ils appelaient les protons pseudo, ce mensonge, cette falsification, intervient dans le champ non seulement intrapsychique, mais interpsychique. Et je pense que cette notion de déformation, de travestissement, de mensonge, peut avoir une ouverture anthropologique dont je vais vous dire quelques mots. En cela, je vais aussi m'appuyer sur des travaux ou des échanges que j'ai eus avec notre collègue Jean-Michel Porret, qui est à Lausanne et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui s'intéresse beaucoup aussi à la question de l'hystérie. D'ailleurs, un de ses ouvrages récents sur la pulsion et ses destins doit paraître, je ne sais pas s'il est... Il est paru, oui, mais je ne sais pas s'il est sur la table de librairie. Non. Alors, cette tendance de l'hystérie à falsifier, on sait très bien que cette falsification, c'est une défense et que c'est une façon de dire, bah, comme pour la dénégation, je n'ai pas été agressé sexuellement, c'est le cas d'Emma, mais en fait, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le nommer, je l'ai refoulé, et il faut lever du refoulement pour y avoir accès. Cette falsification, c'est quelque chose qui appartient à un processus défensif, à une mise en scène, et c'est au-delà de cette mise en scène que nous devons porter un regard. Alors, si on prend Freud dans ses études sur l'hystérie, à partir de ce protos, cette déformation qui est travaillée par le déplacement et la condensation, va donner lieu à une activité psychique de déroulement d'un mensonge. Ce mensonge, qu'on ne doit pas traiter comme un rapport à l'éthique ou au vrai ou au faux au niveau moral, mais comme un élément structurel du processus défensif, a à voir avec le fonctionnement sociologique. Et dès l'homme, Moïse et le monothéisme, Freud donne quelques éléments que je vais essayer de vous relater sur la généralisation de ce processus hystérique au fonctionnement psychique humain et collectif. Et c'est en ça que c'est intéressant de voir comment, très tôt, on s'aperçoit que avec des mots très simples, Freud décrit des situations très complexes. Et chaque fois que je relis des textes de Freud, je suis sûr que je ne suis pas le seul, on découvre la clarté de son style, la simplicité de sa pensée, et surtout le caractère très aiguisé et pointu de son propos. Je veux en faire quelques remarques sur la question de la tendance à refuser la vérité, qui contrarie certains à ses aspirations. Voilà, c'est une façon de dire que nous avons besoin, comme pour l'hystérique, de périodes de latence. Il prend l'exemple de Darwin, et il dit, voilà, Darwin, on l'a critiqué, ô combien. Nous pouvons remarquer que Darwin, avec le créationnisme, eh bien maintenant,
on le critique dans certains lieux aussi. Hein. Donc, le retour à Freud est nécessaire là aussi. Et il dit, il a fallu un temps de latence, comme pour l'hystérie, pour admettre la vérité qu'il y a dans les découvertes de Darwin. Eh bien, le processus psychique collectif fonctionne sur ce modèle-là. C'est ce que décrit Freud en 1930, à savoir qu'il y a un fond de mensonge dans l'histoire où nous reconstruisons l'histoire comme un rêve collectif. C'est là il y a le rapport entre le rêve collectif, une idéologie par exemple, hein, un mensonge, et je crois que les temps présents nous convient à nous rapprocher de cette notion-là et du danger qu'elle présente. Donc il y a un fond commun entre le fonctionnement psychique individuel et collectif. À un point tel que, dit-il, on décrit l'histoire et on la fabrique en la falsifiant, en la déformant, mais pas au sens de vouloir nous tromper, parce qu'on a besoin de la déformer. Il peut y avoir aussi des pervers qui la déforment, mais ce n'est pas son propos à ce niveau-là. Et il pense que le refoulé originaire, je vous cite Freud, une note que j'ai prise rapidement, le refoulé originaire fait retour au prix de travestissement profond. Cette tendance à la déformation, au mensonge, n'est pas l'apanage de la pensée hystérique, dit-il. On la retrouve effectivement dans le travail qui concerne la pensée collective, et c'est celle en particulier que l'on rencontre dans la légende et le mythe. La légende, pourquoi parle-t-on des différentes légendes du mythe oedipien, la façon d'avoir des récits très différents, c'est effectivement de pouvoir, à certains moments de l'évolution de la société, prendre ce qui convient pour construire un certain réel. Donc on est bien dans des rapports qui sont philosophiques et peut-être éthiques, du rapport entre le vrai et le faux, ce rapport à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité dans la démarche analytique d'ailleurs? Qu'est-ce que la vérité dans les sciences dures? On va avoir un commentaire de notre confrère et notre collègue. Et c'est, je pense, vraiment qu'il y a des paradoxes. Et un des paradoxes que je voudrais dire, en considérant que le rêve, effectivement, est bâti sur une falsification, sur un mensonge, sur un travestissement, par le biais du travail du symbole, du déplacement de la condensation, c'est que nous avons affaire ici à, je dirais, un paradoxe de la vérité qui est d'avoir un rapport où l'assignation, comme pour le transfert, les fausses assignations, nous conduit à avoir une vérité qui est marquée par une construction mensongère. C'est le paradoxe d'avoir accès au vrai en partant du faux. Et le faux étant pris comme du vrai. La parole de l'analysant étant toujours du vrai. Et la parole du social est-elle toujours du vrai? C'est des débats auxquels peut-être nous pouvons nous confier. Et dans la construction, dans l'analyse, il évoque effectivement ce procédé qui a cours avec le délirant aussi, pas simplement avec l'hystérique. Et je crois que dans les moments historiques que nous vivons, nous pouvons nous y intéresser un peu. Voilà. C'est quelques mots pour faire un peu écho à cette partie-là que je transmets ensuite volontiers à Marie-Laure. Vous verrez, vous voyez au fur et à mesure tout le travail que nous avons essayé de construire pour pouvoir aborder ce champ de l'algorithme, du réel et de la symbolisation. Alors, parler des mathématiques sans Ferenczi, évidemment, ce serait nageur. Donc, Ferenczi a exploré les mathématiques et le savoir théorique de l'abstraction. Il étudie le champ psychanalytique, ceci lui permet d'ouvrir sa recherche sur l'abstraction à partir de l'expérience du monde extérieur et de l'autoperception. Les systèmes mnésiques de l'inconscient seraient de plus en plus épurés et triés par le principe de similitude, avec tout d'abord un système de filtrage qui se fait sur les organes sensoriels. Puis, les théoriciens de la sensorialité
ont mis en lumière la base de ce qui pouvait être des algorithmes propres à l'humain. Ils ont étudié l'immanence, l'auto-engendrement, des mises en forme les plus élémentaires de modélisation de la pensée. Nous avons à envisager ce monde global de formes, tel, on pourrait dire, le modèle bouche-sein. Ces deux bouts de chair qui, dans la fusion d'un mouvement d'auto-engendrement, font retour dans la psyché par les engrammes pictographiques, mais aussi les signifiants formels et de démarcation. Ces inscriptions seront ainsi psychisées et pensées à travers le corporel, le langage maternel et le langage paternel et le social. Alors je prendrai juste un tout petit fragment d'un roman, le roman de Marc Haddon. Le titre est « Le bizarre incident du chien pendant la nuit ». Ceci nous permet d'aller à la source d'un pulsionnel brut. Cette histoire, c'est l'histoire d'un garçon de 15 ans, autiste Asperger, nommé Christopher. Il possède une intelligence et une logique imparables. Il aime les listes, les plans, la vérité, il ne comprend pas la métaphore ni le mensonge des histoires. Il réussit des exercices mathématiques très difficiles et comprend la théorie de la relativité. Mais il ne comprend pas ce que sont les êtres humains. Hormis son père et la personne qui suit sa scolarité, tous les autres sont des étrangers, voire des inconnus. Il ne peut penser et parler autrement que dans la violence et la terreur interne. Toutefois, pour en sortir, sa pensée suit un décalage géométrique et infini qui se doit de retrouver en lui un système d'équations. Ce système, celui des symboles, lui assure un socle élémentaire de sécurité. Le nombre est un objet de représentation qui lui permet d'avoir accès à une symbolisation. Le langage formel des mathématiques le remet dans un lien, aussi ténu soit-il, avec le monde extérieur. Il retrouve par le langage de l'entendement, car les mathématiques sont issues elles-mêmes d'un ensemble de sources s'imposant en entendement. Ainsi, au-delà de l'intelligible, de la raison, c'est au potentiel caché de l'individualité, à l'étincelle qui au plus profond de chaque heure fut-elle endormie, que s'adresse la relation engagière qui s'instaure à partir de ce langage. Aux confins de la pensée, lors des modalités de brouillage entre choses et psyché singulières, les formes originaires qui, de l'éclat à l'image, permettent le passage de la représentation de choses à la représentation d'objets. Ces algorithmes fournis par les sujets permettront-ils de maintenir l'irréductible singularité de l'être sans se dissoudre dans l'autre? La question des potentialités et la mobilité des structures primitives sont en jeu lors de la constitution d'une modélisation et d'un socle métaphorique de la subjectivité. La symbolisation s'ancre ainsi dans ce fond de la subjectivité. Cette voie d'accès demeure à explorer dans les cliniques aux limites de l'extrême de la subjectivité. Ce processus s'inscrit chez l'humain dans une aventure individuelle et collective de créativité, faite de traces, de formes, de signes, d'images, dont la présence permet de surmonter l'état de détresse originaire. Le corps, l'image et le langage en définiront le sens par les médiations successives qui mettent en travail la pensée à travers la mémoire culturelle, l'intelligence sensible. Que ce soit par l'écriture, la narration, l'art, la mythologie, l'analyste écoute l'analysant dans le cadre du transfert contre transfert, laissant advenir en lui cette capacité narrative qui permet au sujet de s'agripper quand il est au bord du désastre, main qui s'accroche au rocher pour ne pas tomber hors du monde et se relier aux humains. Ou alors, à partir d'une activité, d'un dispositif, d'une activité jardin dans un cadre hospitalier, analyste, thérapeute, médium malléable, laisse se déployer une rencontre à la fois singulière et collective avec des patients psychotiques. S'y ajoute, comme pour les mathématiciens, une position autoréférentielle qui met l'analyste en lien avec ses sensations et ses objets internes, laissant advenir des résonances qui se croisent pour accueillir cette voie si complexe de l'aptitude symbolique à la transformation. Voilà, je vous remercie.